spéciale aujourd'hui puisque nous sommes dans le sud de la France et se rencontre dans le sud de la France la Malaisie, puisque Pomme, en rentrant, habite habituellement à Kuala Lumpur et est venue aujourd'hui nous rendre visite, et que moi je suis de New York, de passage aussi dans le sud. Voilà, donc des fabuleuses rencontres des auteurs francophones. Bonjour Pomme. Ça va? Ça va très bien. Alors nous allons parler bientôt donc, de la folle aventure d'une mère de jumeaux. C'est le premier livre écrit par Pomme. On va aussi parler, Pomme, de ta vie, de ton parcours, de toi, en gros. Voilà, le résumé est là. Alors, Pomme, c'est un peu un petit pigeon voyageur, fille expatriée. Donc, le monde, c'est un petit peu chez toi. On va revenir un peu sur les différentes étapes de ta vie. Une vie excitante, sans enfants. Les enfants ne faisaient pas vraiment partie de ton programme. Et puis, un jour, pour faire plaisir à ton mari, tu décides d'y aller quand même. Et puis, ce n'est pas un enfant qui arrive, ce sont deux enfants. C'est toujours comme ça dans la vie, tu sais. Alors, avouons-le, c'était pour faire plaisir au papa, tout ça, quand même. C'est par amour, je dirais pas pour faire plaisir, parce qu'on ne fait pas un enfant pour faire plaisir. Hein. C'est pas, voilà, on n'achète pas un paquet de chocolat, mais je veux dire, c'était par amour. Par amour en me disant, voilà, je ne peux pas continuer de le priver de ce chemin, voilà, de parentalité qu'il avait envie de prendre. Et puis, j'ai fait un gros travail sur moi. Je me suis dit, allez, on se lance. On se lance et puis ça a bien marché, du coup, on va revenir dessus. Alors, ce livre, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai reçu hier, j'en suis déjà à moitié. J'ai vraiment apprécié ce livre. Il est un peu écrit comme un blog, donc il se lit avec grand plaisir. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'irrévérence. Tu dis des choses qu'on pense toutes et qu'on n'ose pas toujours dire. Donc, ce livre, c'est un peu cette tornade qui s'abat sur toi. Et comment on gère. Donc, au début, on la prend comme une nouvelle un peu rigolote. J'ai envie de dire, on déconne un peu. Et puis finalement, on rentre dans le vif du sujet. Alors, comment d'abord, toi et ton mari, vous avez vécu cette annonce de cette génialité et puis après toute cette grossesse? Écoute, moi, j'ai beaucoup de jumeaux dans la famille, donc c'est vrai que je savais plus ou moins que ça me pendait au nez. Pour être très honnête avec toi, j'avais tellement réfléchi à la question, je m'étais dit, voilà, au départ, tu ne voulais pas d'enfant, mais moi, je suis fille unique. C'est vrai que je ne me voyais pas de nouveau laisser un enfant seul dans ce monde. Et donc, quoi qu'il arrive, j'aurais fait un deuxième. Donc, j'avais très fort espéré, au fond de mon cœur, en fait, que j'ai des jumeaux, comme ça, on n'en parle plus. Ah, c'est drôle. Tu te rends compte, c'est incroyable. Et donc, du coup, j'étais exaucée. Donc, tu vois, finalement, voilà, j'ai eu de la chance. Et donc, ça fait croire que c'était une mauvaise nouvelle, mais finalement, c'était une très bonne nouvelle. Non, mais c'est sûr qu'au début, ça fait un choc, mais moi, j'étais quand même ravie. Après, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a ce qu'on veut, et puis il y a la réalité. Alors, les enfants arrivent. Alors, voyez, on est en plein cœur de la vie, là. On entend les bruits, c'est la magie directe. Donc, les enfants arrivent, et puis ton mari part 6 mois à New York. Et là, tu te dis, ça va pas être possible. Ben oui, parce que quand par amour, tu dis, voilà, on fait un projet à deux, on fait ça ensemble, et qu'au moment où les enfants arrivent, ils sont là, ben, ça crée un peu une espèce de blessure dans le couple qui est compliquée à gérer. Ça fait partie des choses dont on parle dans le livre. Mais en gros, moi, j'ai eu une grossesse absolument idéale, aucun problème. Ils sont nés quasiment à terme. Enfin, j'ai eu aucun problème. 2,7 kg. 2,7 kg, tranquillement, voilà, aucun problème. Et effectivement, avec du recul, je ne t'aurais pas dit la même chose il y a 6 ou 7 ans. Maintenant, ils ont 11 ans, les enfants. Mais aujourd'hui, avec du recul, je te dirais, le plus dur, c'est ni la grossesse, ni l'accouchement, ni les premières années. Certes, on ne dort pas. Certes, c'est la petite entreprise avec les millions de kilos de lait et tout ce que tu veux. Mais je dirais, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Ce qu'il y a de plus dur, c'est après 2 ans, quand ils marchent, quand ils parlent, quand les caprices commencent, quand tu dois gérer ensemble les mauvaises idées des jumeaux qui se... C'est intéressant parce que moi j'ai toujours dit, oh, les jumeaux, t'as 2 premières années difficiles. Et ben, c'est le contraire. C'est le contraire. En vrai, le début, c'est gérable si tu veux. Si tu es un peu organisé, c'est pas très compliqué. Non, le vrai problème, c'est après. C'est après. Et leur relation gémellaire, qui exclut quand même beaucoup les parents, leur relation au monde qui est vraiment pensée comme on se met ensemble et on crée le plus de problèmes possible. Voilà, on s'émule dans nos bêtises. Quoi. De gang, oui, mais sachant que les enfants, alors après, les parents qui ont des enfants avec 1 an d'écart, je sais pas, tu vois, les enfants qui ont 2 ans, 4 ans, 6 ans, moi, il y a toujours le grand frère ou la grande sœur qui va dire, oh, on se calme les petits, ça va aller, quoi. Un peu au moins, il y a un minimum de maturité, tu vois, de différence de maturité. En tout cas, entre les enfants, là, il y en a pas. Alors, ce que tu dis, c'est que ce qui t'a un peu sauvé, finalement, c'est l'expatriation, c'est partir à l'étranger. Oui, ça a été vraiment une bouée de secours. Ouais. Pourquoi? Bah, écoute, moi, je suis née à l'étranger, donc toute ma vie, j'étais fille d'expatriés, donc ça a été ma vie internationale. Et en fait, en France, on
je suis rentrée faire mes études, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les médias digitales, donc j'étais bien, j'étais épanouie, je gagnais très bien ma vie, tout allait bien, mais je veux dire, j'étais un peu en apnée à Paris. Voilà, tu parles pas vraiment d'autres langues, tu fais des choses, mais je veux dire, Paris, c'est une ville qui draine quand même, hein, et qui prend beaucoup d'énergie. Voilà. Donc là, j'avais vraiment envie d'ailleurs, et j'avais envie surtout de faire avoir cette vie merveilleuse que j'avais, cette enfance merveilleuse que j'avais eue aux enfants et leur offrir à eux aussi. Et c'est vrai que c'est arrivé pile poil au bon moment parce que c'était devenu très compliqué pour nous en tant que couple parce que voilà, on ne se voyait pas, Patrick travaillait comme un dingue, moi aussi. Bon, bref, c'était compliqué. Et voilà, l'expat nous a un peu sauvés. Alors, tu en parlais, tu as travaillé dans les médias, dans la com. Alors, avant, il y a eu Sciences Po, il y a eu un DESS de communication trilingue, un master en marketing des industries de luxe, donc un très joli parcours. Non, mais tu sais que je suis feignante en fait, parce que plus tu fais des études, plus tu retardes le moment où tu vois. Oui, mais après, derrière, il y a eu 10 ans. Donc, 10 ans, tu disais notamment chez Publicis en com et chez Psychologie dans les médias. Et puis, tout d'un coup, tu changes de vie, tu deviens femme d'eux et mère d'eux. Mère d'eux. Et donc, du coup, comment on se sent? On se sent mal. On se sent ne plus avoir une vraie utilité dans la vie, c'est celle de nourrir des bouches et de gérer une maison. C'est une question d'identité, moi j'irais plus loin. C'est-à-dire si tu veux, tout allait bien et 12 mois plus tard, j'ai plus de boulot, je suis la femme de quelqu'un, j'ai 2 enfants à gérer, quasiment toute seule, parce que je voyageais énormément. Tout d'un coup, tu te demandes ce qui t'arrive. C'est-à-dire que les gens ne te regardent que effectivement comme la mère des enfants ou comme la femme du mari. Tout d'un coup, tu te dis, mais les gars, il y a encore 12 mois, j'étais directrice dans un truc, ça se passait très bien, j'étais moi, quoi. Donc, qu'est-ce que je suis devenue dans tout ça? C'est plutôt une question de, c'est pas une question de qu'est-ce que je fais de ma vie. J'étais quand même très claire. Notre génération, on a fait des études, on parle plein de langues, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. C'est simplement que je suis devenue, quoi. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, parce que dans le livre, tu parles, comment sent sa mère, la mère qui porte les enfants et qui crée la famille. D'un côté, on a un manque de respect total. On la piétine. On dit alors, t'es fan d'expat maintenant, tu passes ta vie à faire des trucs à la manicure ou à torcher des gamins, etc. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? On parle pas à une femme comme ça qui travaille en Europe, on lui pose pas des questions si stupides. Donc pourquoi tout d'un coup ça se passe comme ça? Donc il y a tout un travail à faire sur soi d'abord pour son estime de soi. Pourquoi? Parce que moi, je trouve, enfin, j'ai remarqué que souvent, les gens se glissent dans la brèche. C'est-à-dire, si toi, tu laisses une faille visible, les gens, malgré eux, volontairement, involontairement, finissent par s'engouffrer dans cette brèche, si tu veux, et à te mettre le doute. Alors que si tu donnes, comment dirais-je, une face de confiance, quand je laisse passer l'ambulance, si tu donnes un visage de confiance à un visage qui ne doute pas, les gens ne font pas ça. Donc en fait, il faut d'abord être sûr de soi et savoir présenter et se présenter et présenter surtout son renouvellement. C'est-à-dire que moi, toute l'histoire là dont je parle, c'est vrai, tu disais tout à l'heure, c'est avec beaucoup d'humour, oui, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de lecture qui est vraiment rigolo, qui est très parlé, comme écriture très pas superficielle, mais très facile, voilà, comme ça. Tu rentres bien dans le livre, tu prends plaisir à le lire. C'est pour rigoler. Et après, il y a une petite couche en dessous qui est un petit peu plus sérieuse, mais c'est un petit peu un cri du cœur, si tu veux. Toutes ces femmes de notre génération qui ont fait des études, qui savent où elles vont, qui ont travaillé, qui ont fait leurs preuves, les questions sont très différentes des générations d'avant. Avant, c'était logique que tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, c'était l'ordre des choses. Aujourd'hui, l'ordre des choses, c'est que tu travailles. Donc, quand tu t'arrêtes pour une raison X ou Y, tout d'un coup, il y a une espèce de vide, là, comme ça, juridique, social, psychologique, tu sais plus où tu as atterri, tu tombes dans un truc. Et donc, c'est à toi aussi de te réinventer et de faire fi, entre guillemets, des étiquettes que les gens veulent te mettre sur la tête pour pouvoir tracer ton chemin et avancer. Et je pense qu'à l'époque, quand j'ai écrit le bouquin, c'est il y a à peu près 8 ans, 7 ans, on n'avait pas encore libéré la parole comme on l'a libérée aujourd'hui. Aujourd'hui, les LGBT, les balance ton corps, les MeToo, la charge mentale, tout ça, c'est venu après. Et donc, quand je l'ai écrit, c'était vraiment un cri du cœur pour dire, mais ma génération, on fait ce qu'on peut. J'ai envie de bosser, je bosse. J'ai envie d'arrêter pour m'occuper de mes enfants. C'est quand même la mission la plus fabuleuse sur cette terre. On forme la prochaine génération, c'est quand même important. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, il faut valoriser tous les choix. Et ce qui est important, c'est d'être libre de ces choix. Voilà. Et le temps que tu réalises tout ça, que tu comprennes, que tu sois capable de mettre les mots dessus, c'est une posture mentale. Hein. Une posture mentale, et c'est cette souffrance qui s'installe aussi, et que tu dois combattre. Bien sûr, et donc c'est à toi de prendre sur toi pour justement être capable de rebondir et de retrouver d'autres choses dans ta vie qui te permettent d'avancer. Alors, ce livre, je le disais,
à la fois l'histoire de maman jumeau, mais c'est aussi celle d'une maman qui élève ses enfants à l'étranger. Tu parlais de ton choix d'expatriation parce que justement, tu l'avais vécu comme ça, mais finalement, c'est un choix, et c'est aussi une façon différente d'élever les enfants. Ah oui, c'est sûr. Je dirais que ça... Enfin, oui, c'est une façon différente, évidemment, parce que tu plonges de facto tes enfants, ta progéniture, dans une espèce de bain international avec des gens et des cultures différentes, une altérité. Ah oui, oui. Bah... Non, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quelque part, il y a des mamans qui sont très angoissées de partir à l'étranger avec des enfants. Donc, toi, tu dis que c'est quelque part une chance. Ah, totalement. Moi, ça ne m'a jamais angoissée. Je ne me suis jamais posé de question. Pour moi, l'étranger, pour les enfants, c'est des nouvelles langues, c'est l'altérité et des différences de culture qui font que tu vas ouvrir ton esprit et ouvrir l'esprit de tes enfants à la différence, à l'autre. C'est l'adaptabilité. C'est apprendre à tout le temps déménager, changer, s'adapter aux gens, aux autres, à la culture, à ce qui t'entoure, aux villes, à faire différemment. C'est la capacité à voyager, à se repérer dans le monde. C'est une culture générale plus élargie. Pour moi, ça n'a que des avantages. L'inconvénient, je dirais, c'est que tu te déracines un petit peu de ton propre pays. Il faut garder le français. Il faut garder le français, ta culture, un rapport à ton propre pays. Mais je dis toujours, on est un peu hydroponique, si tu veux. C'est-à-dire qu'on pousse un peu partout dans l'eau, comme ça. Voilà, on est hydroponique, mais ça ne nous empêche pas de garder un lien fort avec notre pays. Alors, aujourd'hui, tu es en Malaisie, je le disais, mais tu as habité au Mexique, en Afrique du Sud, à Saïgon, j'en ai oublié certains, tu les sais pas. Les Philippines. Les Philippines. Où est-ce que tu as préféré vivre et où est-ce que c'est plus facile d'être une maman? Dans quel pays tu as trouvé un environnement qui te permettait de mieux élever tes enfants, ou en tout cas d'être le plus à l'aise dans ce rôle de mère? Écoute, ce sont pour moi deux questions différentes que tu me poses. On va la reprendre par la première. La première, où est-ce que j'ai préféré vivre? Je dirais sans aucune hésitation, mais absolue, l'Afrique du Sud. Paradoxalement, parce que je sais que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'Afrique du Sud, c'est un pays dangereux, beaucoup d'insécurité, compliqué. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi libre de ma vie. J'étais parfaitement alignée dans un pays que j'aimais profondément. J'ai monté ma propre société et mon agence de voyage quand j'étais là-bas. Je me suis éclatée, c'était vraiment fabuleux. Et donc, j'y étais parfaitement bien. Que ce soit la culture, que ce soit voilà, le quotidien à Cape Town, que ce soit le métier que je faisais à ce moment-là, les écoles pour les enfants, tout était parfait. Bon. Maintenant, pour élever des enfants, je ne dirais pas que l'Afrique du Sud, c'est idéal à cause de ces questions d'insécurité, mais surtout, voilà, ce n'est pas forcément... Tu n'es pas complètement réglé. Et j'ajouterais pour répondre à ta seconde question que pour pouvoir y répondre, tout dépend de ce que tu caches derrière ta question. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est bien élever des enfants? Est-ce que c'est la facilité pour la maman de dropper son enfant dans une crèche et de pouvoir aller bosser? Est-ce que c'est des bonnes écoles, très haut niveau scolaire? Est-ce que c'est l'ouverture au monde et la rencontre avec les gens? Qu'est-ce que ça veut dire bien? Tu vois ce que je veux dire? Ce qui se passe après l'école aussi. Finalement, c'est pas que l'école. Les facilités pour les enfants, c'est vrai que l'Afrique du Sud, c'était vraiment chouette aussi. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'activités tous les après-midi. Tout le monde va surfer, va voir les otaries. Enfin, tu vois, c'est quand même juste dingo. Le week-end, c'est safari avec les animaux sauvages. Bon, c'est sûr que c'est incomparable. L'Asie, c'est plus compliqué à vivre pour des enfants, je dirais. Et là, je mets le continent un petit peu voilà, ensemble. C'est toujours souvent pollué. Il y a beaucoup moins de rapport à la nature. Tu vis souvent dans des appartements, beaucoup de trafic. Donc, c'est sûr que pour des enfants, je dirais que c'est moins idéal. Tu as un rapport à la nature, ta connexion, on va dire, au cosmos, qui se passe mieux en Afrique qu'en Amérique latine. Alors, ce livre, il fait un peu suite à tes différents blogs que tu as montés. Oui. Le premier en 2014, je crois que c'était à la naissance des jumeaux. Juste après, exactement. Voilà. Alors, un livre et un blog. Alors, moi, j'ai envie de dire que ce livre est un peu écrit comme un blog. Qu'est-ce que tu as préféré comme écriture? Cette écriture quotidienne, ou en tout cas régulière, ou te lancer dans cette aventure qui était un peu différente? Bah, les deux sont sympas. Le blog, ça me plaît parce que c'est un tout petit texte, comme tu sais, donc c'est un peu facile à écrire. Tu racontes une histoire, tu as une chute à la fin un peu rigolote. J'ai envie de te dire, il y a une instantanéité qui est assez amusante à écrire un livre. Ça se réfléchit, ça se structure, ça se reprend. Ça n'a rien à voir, mais j'ai gardé, c'est le ton en fait qui est le même. C'est-à-dire un ton un peu déconnecté, un peu très oral. Alors, c'est pas du Victor Hugo, hein, mais c'est pour s'amuser. Et
il y a de jolis mots par semaine, on sent bien que tu maîtrises la langue, mais il y a cette volonté d'écrire comme un blog. Mais c'est pour aussi être très connecté. C'est-à-dire, moi, ce livre, je l'ai écrit comme un cri du cœur, comme je t'expliquais, cette espèce de libération de la parole, mais je l'ai aussi écrit en me disant, il y a tant de femmes autour de moi qui se sentent coupables de ne pas réussir à tout faire, qui se sentent coupables de se sentir déphasées, de se dire, mais pourquoi je suis la seule avec qui ça ne marche pas? Parce qu'il y a cette omerta, parce qu'on n'ose pas se dire qu'on n'est pas bien, etc. Alors, la question n'est pas de devenir toute dépressive au Lexomil, c'est pas ça, mais pouvoir justement se dire, bon, bah, elle est normale, elle n'est pas astrophysicienne, elle sort pas de je sais pas où, et elle a quand même une vie chouette, parce qu'elle a su se réinventer, parce qu'elle s'est libérée de tous ces poids et de cette culpabilité. Tu sais, les femmes, elles sont incroyables, hein. On se culpabilise comme ça en 2 minutes. On se... aussi incroyable, on a un courage et une force. Ah, mais c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à perdre du temps avec la culpabilité, avec ces bêtises-là, alors que quand on décide de se libérer, de lâcher tout ce truc-là, on peut faire des choses fabuleuses. Et c'était pour ça que je voulais faire ce petit livre, c'était pour dire à toutes les autres filles, ben oui, on est bien sûr notre génération. Exactement, on est toutes pareilles, on peut rebondir et on peut y arriver, c'est pas grave, prenons-le avec le sourire parce que c'est quand même le meilleur moyen la plupart du temps de gérer les problèmes. Exactement. Alors, tu écris aussi dans un magazine que je connais bien parce que j'ai écrit aussi, c'est Femme Expat. Pourquoi tu écris régulièrement? C'était un besoin, c'était une envie, c'était une opportunité de pouvoir poursuivre ce partage d'expérience. C'est le plaisir Écoute, je ne sais plus comment j'ai atterri chez eux, mais ce que je peux te dire, c'est que j'aime beaucoup l'état d'esprit Femme Expat. C'est vraiment des femmes solidaires entre elles. Le réseau international féminin francophone est quand même super solide et intense. C'est-à-dire que vraiment, tu n'es jamais perdu. Tu n'es jamais perdu. Tu sonnes à une porte et tout d'un coup, c'est 10 bâtiments qui s'ouvrent. D'ailleurs, comment, pour revenir à ton expatriation, comment tu as vécu à chaque fois, justement dans un milieu francophone où les portes sont ouvertes, on a réussi à faire une vie locale, c'était pas toujours évident. Hein, tout à fait, ça dépend vraiment des pays, parce que tu as des pays où c'est très facile de s'intégrer localement, il y a des pays où c'est quasiment impossible. Je te dis, le Vietnam, tout le monde, personne ne parle un mot d'autre chose que le vietnamien, pratiquement. C'est hyper compliqué, évidemment, d'avoir des vraies relations de fond. Maintenant, dans tous les pays, tu commences, en tout cas, j'ai 30 ans d'expat derrière moi. En général, ce que tu fais, c'est que tu commences par un noyau français francophone pour te sentir un petit peu ancré, un petit peu rassuré. Et puis après, tu ouvres à tous les autres nationalités, locaux, internationaux, etc. Donc, le but, c'est que tu mélanges. C'est ce qu'on essaye de faire un peu partout où on va. Alors, le blog actuel, il s'appelle Jus de pomme. Oui, bon. Alors, ça me rappelle notre première conversation où je me suis dit, je peux vous poser une question, Pomme. Pourquoi Pomme? Pourquoi ce prénom? Écoute, c'est ma maman à ma naissance qui trouvait que j'avais une petite bouille toute mignonne. Mais tu sais qu'à l'époque, il y a donc une âge canonique, il y a plus de 40 ans en France. Quand tu voulais déposer à la mairie, ben, ça passe pas ce genre de choses. Et donc, ils m'ont appelée Mélanie Pomme. Marie, comme tous les Français, j'ai 3 prénoms et Marie en 3e prénom. Hein. Je crois que c'est 80% des prénoms français. Et en grandissant, en fait, j'avais 10-12 ans. Je me suis jamais sentie bien dans ce prénom Mélanie, jamais. Et donc, j'ai switché. Et la première école où j'ai changé, j'ai dit, bon, bah, maintenant, on utilise mon 2e prénom. Et depuis que j'ai 12 ans, hein, c'est pas mal. C'est très sympa. C'est POM, c'est très sympa. Voilà. Bon, tu dis que l'écriture, puisqu'on en revient à ce livre, t'a permis de faire la paix avec toi-même. Pourquoi? Ça t'a libéré de tout ce qui... Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sentais vraiment qu'il y avait une forme d'injustice. Moi, je suis très, très sensible, sans doute, comme toute électrice. Non, ça, c'est la paix avec les autres. C'est permettre à chacun de faire la paix, mais pourquoi avec toi-même? Parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai partagé. Et je me suis dit, si ça peut être utile à quelques femmes autour de moi, tant mieux. Et surtout, ça me met la paix parce que quand tu mets des mots sur ce que tu ressens, il y a une espèce d'apaisement. C'est comme la psychothérapie, je veux dire, il y a un apaisement immédiat. On a toujours dit que l'écriture, c'était une forme de psychothérapie et encore, c'est la meilleure. Voilà, donc non, c'est mieux. Et puis, tu es plus au carré avec toi-même, avec ce que tu penses. C'est bien. Alors, il y a aussi des rencontres qui ont changé ta vie, alors plus ou moins. Comme tout le monde. Et notamment cette prof d'espagnol, tu as été d'un grand secours quand ça n'allait pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est au tout début que j'étais arrivée, donc je me parlais évidemment, comme tout le monde, comme tous les élèves qui ne réussissent pas trop mal à l'école, j'avais pris allemand, cette langue très utile, et latin, pour faire bon poids, donc le truc très utile.
Donc, du coup, j'arrive au Mexique et je ne parle pas un mot. Donc, cours intensif d'espagnol avec cette pauvre dame qui a essayé de m'apprendre l'espagnol à 32 ans. Tu vois, tu imagines le carnage. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Et donc, c'était une femme formidable et elle essayait toujours de me faire la conversation pour me faire parler en espagnol. Et donc, elle me dit, comment tu te sens, tout ça. Et donc, j'ai fini par m'ouvrir à elle et lui dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tout d'un coup, je ne suis plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Elle me regarde, elle me dit, donc en espagnol, mais tu n'es pas rien. Tu es l'âme de la maison. Donc, en fait, en espagnol, on ne dit pas mère au foyer, on dit ama de casa. Et j'ai trouvé, tout d'un coup, tu vois une ampoule sur ta tête, tout d'un coup, tu dis, mais elle a tellement raison, en fait, c'est le choix des mots, le poids des mots, hein, je veux dire, c'est pas nouveau. Et c'est vrai que dans toutes les langues, ça façonne un peu ta façon de penser aussi. Et quand tu dis âme de la maison, tu ne penses pas, tu ne vois pas, tu ne ressens pas la même chose quand tu dis mère au foyer. Tu vois, c'est pas pareil. Voilà, j'ai trouvé ça chouette et donc merci madame. Juliette. Julietta. Alors aujourd'hui tu vis en Malaisie, alors pour beaucoup de gens dont je fais partie, la Malaisie c'est quand même au bout du monde et on a du mal finalement à voir comment se passe la vie quotidienne dans ce pays, les pays qui sont plus proches de notre imaginaire, celui-là est un peu loin. Alors comment ça se passe cette vie dans ce pays du bout du monde et comment en tant qu'occidental tu trouves ta place dans un pays qui n'est pas occidental? Alors écoute, c'est vrai que tu as raison, on parle souvent du Vietnam pour ses rizières, on parle de la Philippine pour ses plages, on parle du Cambodge pour Angkor Wat, on parle de Singapour, voilà, de la Thaïlande. Chacun son truc et la Malaisie, finalement, c'est l'oublié de l'Asie. Exactement. Ben, en fait, c'est parce que c'est un pays, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est parce qu'ils n'ont pas quelque chose de vraiment emblématique. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un pays qui est, comme on dit, underrated. Allez, je fais ma connasse d'expat, pardon. Qui est, comme on dit, sous-estimé. Et donc, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage, pourquoi? Parce que la Malaisie a une histoire fascinante. Elle est à la croisée des cultures. Voilà, il y a 2000 ans, il y avait des Chinois, il y avait des Indiens qui venaient avec la mousson vendre leurs produits localement, qui s'installaient quelques mois, qui repartaient. Ensuite, il y a eu les Portugais, il y a eu les Hollandais, il y a eu les Anglais. Donc, c'est un pays qui est vraiment à la croisée dans l'histoire de plein de gens qui sont venus et qui a eu tendance à garder cette habitude de l'accueil. C'est d'habitude de dire quand il y a un nouveau qui arrive, c'est intéressant, on peut peut-être en faire quelque chose, on peut peut-être apprendre un truc de lui, échanger avec lui. Et c'est vrai que j'ai vécu dans peu de pays dans ma vie où les gens sont aussi accueillants. Dans plusieurs pays de l'Asie, finalement, c'est celui qui… Ah, totalement. Qui me plaît le plus, enfin qui est le plus proche de mes valeurs à moi. Et voilà, bien sûr, hein, parce que pour n'importe qui d'autre, c'est différent. Mais le gap, on va dire, culturel à franchir entre la culture malaisienne et moi est moins fort qu'au Vietnam, par exemple. Et c'est beaucoup une question de langue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tout le monde parle anglais, quand tout le monde a l'habitude d'accueillir, quand il y a plein, c'est chargé d'histoire, la gastronomie est fabuleuse parce que c'est un mélange de toutes ces cultures, ça devient plus facile, tu vois. Et puis un Français, tu lui parles de bouffe, ça y est, tout de suite, ça va mieux. Non, mais il y a plein de choses intéressantes. Il y a quand même une vie culturelle assez importante pour l'Asie. Je veux dire, il y a quand même pas mal de choses. Et surtout, tu es sur un hub parce qu'en 2 heures de vol, tu vas visiter tous les pays de la zone. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est sympa. Pour continuer à voyager. Oui, ça faisait longtemps, dis donc. Non, qu'il fait beau tout le temps, c'est agréable. Alors, on va parler de tes projets. Est-ce qu'il y a un autre livre en tête? Écoute, pour être très honnête avec toi, ce livre est paru il y a 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Entre-temps, donc, j'ai lancé mon agence de voyage quand j'étais encore en Afrique du Sud. Après, nous sommes partis aux Philippines, c'était il y a 3 ans. Et là, ça a été comme tout le monde l'a vécu, la grande pandémie. Et c'est vrai que quand tu passes 6 heures par jour à donner cours à tes enfants pendant 2 ans, que tu fais marmiton, oui, toute la durée. Donc, nous, on était en Asie, ce qui n'était vraiment pas le bon choix, on va dire, à l'époque. Et donc, j'ai eu 2 ans d'école en ligne avec mes enfants. Donc, si tu veux, dans ces moments-là, tu es drainé. Tu n'as plus l'énergie d'écrire, tu n'as plus la joie, tu perds la joie, hein, c'est quand même très dur. Enfin, la motivation, moi, l'enseignement, si ça avait été mon truc, ça se saurait, ça ne l'est pas. Et donc
hommage aux enseignants. C'est ça, bravo, merci. Donc, non, voilà, donc quand tu perds la joie, tu perds l'entrain, tu as du mal à retrouver l'inspiration. Voilà. Là, on a vraiment retrouvé la joie en tant que famille Aquala. Donc, effectivement, j'ai repris déjà le blog il y a quelques mois, presque 6 mois maintenant. Et c'est vraiment formidable parce qu'à l'époque où je le tenais, quand ils étaient tout petits, avant que j'arrête et que je lance ma boîte en Afrique du Sud, c'était vraiment les bêtises du quotidien, des jujus, quoi. Là, c'est plus sur, ils ont la langue acérée, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme énormité, préadolescents, enfin voilà. Donc là, c'est vraiment une autre façon d'envisager la chose, mais je trouve sympa de partager aussi avec les autres parents qui ont des enfants du même âge. On s'y retrouve tous, hein, c'est très universel. Donc pour l'instant, je suis sur ça. Pourquoi pas un deuxième livre, effectivement. Peut-être. Peut-être, absolument. Et envie de collaborer peut-être à certains ouvrages collectifs, des choses comme ça pour commencer. Totalement, totalement. J'aide déjà aussi certains amis qui ont besoin de d'écrire des articles, des choses comme ça. Je collabore j'avais fait au Vietnam, il y a ce qu'on appelle l'écho des rizières au Vietnam, le seul journal francophone du pays, gratuit, et donc dans lequel j'ai fait beaucoup d'articles. Et il y a à peu près la même chose qui s'appelle La Gazette en Malaisie. Donc je vais recommencer à écrire là. Voilà, je reprends la plume et ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Depuis 3 ans et ça me frustre. Merci Pomme de ce rendez-vous un peu bruyant. Il faut dire, je pensais que le café aurait été un peu plus désert, mais c'est pas grave. Vous êtes en plein dans l'atmosphère du sud de la France, tout va bien. Donc la folle aventure d'une mère de jumeaux, c'est le livre de Pomme en rentrant. Il est disponible notamment sur rencontre des auteurs francophones.com. Alors je vous rappelle que les livres sont maintenant disponibles non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. En Malaisie aussi, et en France. Voilà, merci Pomme d'avoir été là. Merci à toi, Sandrine. C'est vraiment sympa, ça livre qui est super bien, qui vous donne la pêche et qui nous fait découvrir. Donc, on a conscience de plein de choses. Donc, voilà, notamment pour les femmes et pour les hommes. Un bon apprentissage, messieurs, voilà, pour savoir ce que vous avez manqué. Merci infiniment, Sandrine. Merci, au revoir, à bientôt. Bon retour. Merci.